Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette conférence. Pour débuter, je vais vous demander de rapidement ranger vos téléphones pour faire sûr qu'on porte tous bien attention à Madame Nadine Hachi. Mon nom, c'est Olivia Roseblaise, je suis vice-présidente de l'association étudiante. Et aujourd'hui, j'ai la chance de vous présenter la conférence Vérité, illusion et pensée critique à l'ère des médias synthétiques, ainsi que notre invitée, Madame Hachi. Madame Nafi est professeure agrégée de l'Université Laval. Elle se spécialise dans le domaine des technologies de l'éducation. Elle vient aujourd'hui nous parler de l'évolution de ces nouveaux médias, c'est-à-dire les deepfakes, les hypertrucages, la désinformation et les biais algorithmiques, ainsi que comment l'éducation collégiale doit s'adapter et développer l'esprit critique, la vigilance éthique, la capacité de discerner la vérité face aux manipulations et la désinformation. C'est un grand bonheur de la recevoir parmi nous et je présente Madame Nadine Hachi. Merci. Bonjour tout le monde. Vous m'entendez bien, n'est-ce pas? Très bien. Parfait, super. Donc, je vais partager mon écran et puis je vais me lancer. Donc, tout d'abord, je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Merci beaucoup, Annie, pour l'invitation et puis pour toute l'équipe. Comme notre collègue m'a présenté, je suis professeure en technologie éducative. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans ma job à l'Université Laval, je focus sur le développement de compétences en IA dans le milieu de travail. Donc ça, c'est un focus très important dans mon cadre de travail. Donc je vois comment on peut vraiment utiliser l'intelligence artificielle dans nos pratiques d'une façon éthique, critique et responsable. Mais en parallèle, une recherche en fait que j'ai débutée il y a des années autour de la question de la désinformation. C'est comme, c'est ma partie favorite de mon travail. Et puis, ce que je fais, je suis chercheuse en désordre informationnel, fraude augmentée par l'utilisation non éthique de l'IA. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vraiment aller chercher à travers cette IA-là qu'on doit utiliser d'une façon éthique et responsable, qu'est-ce qui est en train de se passer avec la qualité de nos savoirs, de notre réalité, de notre vérité? Puis c'est de ce côté-là que je veux vous parler aujourd'hui. Je commence par une vidéo que je me suis prise dans une conférence qui s'appelle InCyber. Donc, c'est une conférence sur la cybersécurité. Et puis, il y avait un atelier de deepfake. Et puis, c'est un atelier où carrément, c'est comme un petit kiosque où on a une petite caméra, un ordi avec très peu de GPU. Donc, c'est pas quelque chose d'avancé, mais où on peut se deepfaker live, donc vraiment en direct. Ah oui. Et ça reste. Donc, comme vous avez vu, peu importe là comment je fais, OK, le visage reste. Est-ce que c'est vraiment Tom Cruise? Pas nécessairement à 100%, mais avant, dans le temps, quand on y avait un deepfake, on disait, OK, si on bouge la tête, si on met des lunettes, si on bouge nos mains, on va voir vraiment comme des pixels où il y a bien un problème qui va surgir, on va détecter tout de suite. Mais là, on peut faire des deepfakes vraiment en direct sans beaucoup une technologie qui est avancée. Donc, ma question que je pose dans toutes mes rencontres est si ce que nous croyons aujourd'hui vrai reposait désormais sur des fondations manipulables. Donc, tout ce qu'on croit, bien sûr, il y a toute la perception du vrai de chaque individu, mais la source là du vrai auquel nous tous et puis toutes, on peut se mettre d'accord, là, si sa fondation en fait est manipulable. Surtout qu'aujourd'hui, et puis, la majorité d'entre vous probablement le sait, le connaît déjà. On est dans un écosystème où il y a vraiment qui se joue la mésinformation, la malinformation, la désinformation, la sous-information stratégique et puis la fraude synthétique. Et puis, je vous explique ça très, très, très rapidement. La mésinformation, c'est quand vous recevez une information, OK, une vidéo, un texto, que vous croyez que c'est vrai, OK? Et puis, vous le partagez à votre groupe, à votre, comme vraiment comme network,
parce que vous voulez bien faire. Donc, vous croyez que c'est du vrai, vous le partagez, il n'y a pas de mauvaise intention, mais c'est du faux. OK? Ça, c'est la mésinformation. C'est quand on partage une erreur sans le savoir, sans mauvaise intention. La malinformation, c'est quand on reçoit de l'information qui est correcte, mais on sait que si on la partage, ça va nuire à un groupe ou à un individu ou à une société, et puis on le fait, on le partage parce que, bien que c'est vrai, OK, on le partage parce qu'on veut faire du mal. La désinformation, c'est là où on crée du faux pour vraiment faire du mal. Donc ça, c'est comme, puis c'est la création, diffusion délibérée d'informations fausses, manipulées, fabriquées, destinées à tromper, influencer, polariser un public à des fins politiques, économiques, idéologiques ou géopolitiques. Et puis on la voit énormément avant les élections, on la voit durant la COVID, on l'a vu énormément. Donc vraiment, quand on veut manipuler, on crée du faux et puis on le partage dans les guerres, dans les conflits, ainsi de suite. La sous-information stratégique, c'est quand délibérément on retient l'information. OK? Donc, c'est la retention, suppression ou limitation délibérée d'informations pertinente à des acteurs politiques, économiques, technologiques, ainsi de suite, pour créer ce vide. Donc, on s'assure que les groupes qui doivent prendre des décisions ou bien qui doivent réagir n'ont pas toute l'information. Et puis ça aussi se fait à travers tous les algorithmes sur nos réseaux sociaux. Par exemple, on est dans une bulle, on s'assure que, et puis à travers les médias, on s'assure que, par exemple, s'il y a un conflit dans un certain pays entre des groupes, on s'assure que ce groupe de personnes ne vont pas recevoir cette information-là pour ne pas avoir toute l'information afin de, après, prendre une décision éclairée. Donc, c'est une sous-information délibérée qui est appuyée par l'utilisation des algorithmes et puis de l'intelligence artificielle. Et puis, la fraude synthétique, c'est carrément créer du faux, OK, pour falsifier des preuves, orchestrer des fraudes économiques, sociales, institutionnelles, ainsi de suite. Donc, on est dans ce monde-là, dans un écosystème qui est vraiment comme submergé par tout ça. Et puis surtout, on parle spécifiquement de la question des deepfakes ou les hypertrucages. Et puis je suis pas mal certaine que plusieurs d'entre vous connaissent déjà ou bien ils ont déjà expérimenté avec. Ce sont des fichiers audio-vidéo de personnes réelles qui sont en train de dire ou faire des choses qu'elles n'ont jamais dites ou faites. Et puis dans le temps, on prenait plein de données pour pouvoir créer une vidéo. Aujourd'hui, c'est une photo, un petit prompt, et puis la vidéo est faite, et puis on ne sait même pas si la personne c'est vrai ou faux. Et puis les deepfakes utilisent des techniques comme les GANs, comme le VAE, les modèles de diffusion. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais juste pour vous donner une idée. Et puis les transformers multimodaux pour le faire, et puis c'est accessible à tout le monde. Et puis quand je vous parle qu'on est dans un écosystème de faux, je ne suis pas en train d'exagérer, OK? Parce que même le Forum économique mondial a placé la désinformation et la mésinformation, surtout alimentée par l'utilisation non éthique de l'intelligence artificielle, comme notre premier risque mondial pour les prochaines 2 années et puis le cinquième pour les prochaines 10 années. Alors, vous pouvez imaginer, on est en train de baigner dans de la mésinformation et de la désinformation. Et puis encore, j'exagère pas quand je vous dis le faux utilise et vise tout le monde. Nul n'est à l'abri d'être utilisé et puis nul n'est assez éduqué pour ne pas être trompé. OK? Et puis là, je vais passer à travers des exemples. Il y a certains que vous avez déjà vus, il y a d'autres que ça va être nouveau pour vous, juste pour vous illustrer vraiment quand je dis, c'est pas pour être pessimiste, mais juste pour vraiment être conscient que tout le monde peut tomber dans ce piège. Cette dame, elle a perdu 17 000 pounds dans un AI Love Scam. Donc, c'est une fraude amoureuse à travers l'intelligence artificielle. Cette dame-là, c'est une chercheuse en neurosciences. Donc, c'est une personne hautement éduquée. C'était une prof, OK? Et puis, durant la COVID, elle a perdu ses parents. Elle est tombée dans l'isolement. Elle était vraiment comme seule. Elle a commencé à interagir en ligne et puis, elle est tombée sur une personne avec qui elle a bien interagi. Ça s'est bien passé. Et puis, à un moment donné,
la dame, elle a douté un peu. Alors, cette autre personne-là, elle a commencé à lui envoyer des vidéos réelles d'elle, comme réelles, OK? Des vidéos d'elle en lui parlant, en la rassurant que je ne suis pas une fraude, ainsi de suite. Et puis, à un moment donné, cette personne-là, elle était prise dans un problème quelque part dans un pays, et puis elle avait besoin d'argent, donc elle a commencé à demander de l'argent de notre chercheuse, et puis la chercheuse a commencé à envoyer l'argent, ainsi de suite, à arriver à 17 000 € jusqu'au temps où elle a découvert que, en fait, toutes les vidéos qu'elle recevait, qu'elle croyait qu'elles étaient vraies, c'était des deepfakes. Donc, un exemple de cette personne-là qui est éduquée. Mais c'est pas juste elle, OK? On a les fraudes grands-parents, OK? Il se peut que vos grands-parents, les grands-mamans reçoivent un appel téléphonique avec votre propre voix, OK? Disant que, ah, je suis en panne, j'ai besoin d'argent, j'ai été arrêté, j'ai été attaqué. Et puis, les grands-parents reçoivent cet appel-là avec la propre voix de leur petit-fils, et puis ils courent à la banque. Et puis, j'ai parlé avec des gens qui sont tombés dans ce piège. Et vous ne pouvez pas imaginer combien c'est douloureux. Après, on a toutes sortes de deepfakes, donc des CEO de compagnies qui ont été deepfakées avec leur voix. Donc, les employés recevaient des messages audio des CEO pour le demander des actions, ainsi de suite. Les acteurs comme Tom Hanks qui a été déféqué pour faire la promotion de produits, un directeur d'école qui a été déféqué par un employé qui lui a fait dire des choses racistes, et puis le directeur a failli perdre son emploi avant qu'on découvre que c'était un deepfake. Greta Thunberg a été déféqué, notre premier ministre, et puis avec plein d'investissements. Notre premier ministre d'aujourd'hui aussi a été déféqué. Des chefs d'antenne de téléjournal ont été déféqués pour, encore une fois, faire la promotion ou bien d'investissement ou bien de produits. Mais une histoire qui a fait la une dans toutes les nouvelles, en fait, qui nous a appris énormément, c'est le cas d'une employée qui a cru qu'elle était dans un appel Zoom, comme là on est dans un appel Zoom, elle croyait qu'elle était face à ses responsables, ses directeurs, ok, ses supérieurs. Et puis ces personnes-là lui ont demandé de faire des transferts de 25 millions de dollars. Et puis la personne, OK, il y a le billet d'autorité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand on est face à une autorité, on ne doute pas trop de ce que la personne est en train de nous demander de faire. Donc, il y avait ça. Et puis, il y avait des vidéos qui sont hyper réelles. Les gens bougeaient, parlaient avec leur propre visage, avec leur propre voix, ainsi de suite. La personne, elle a cliqué 8 fois et puis elle a transféré 25 millions de dollars. L'argent est parti. On n'a jamais pu vraiment savoir qui était derrière cette fraude-là, mais c'était une leçon, une grosse en fait leçon apprise dans tous les secteurs, parce que comme je vous ai montré au début, présentement ce deepfaker, ça se fait live. Et puis on continue, OK? Plein d'exemples. Encore une fois, il se peut que vous êtes tombé sur certains de ces exemples-là. Mais quand on parle de la désinformation, il y a une désinformation qui est vraiment comme qui focus sur les femmes, des désinformations genrées, des fraudes, des deep nudes, des applications à travers laquelle on prend la photo d'une personne et puis on la rend nue, la sextorsion par IA. Donc, on a vu des exemples comme la personne qui a cru qu'elle était en train d'interagir avec Brad Pitt. Alors, lui a envoyé 800 000 dollars. Vous pouvez imaginer, on ne parle pas de 100 dollars, on parle de 800 000 dollars parce qu'elle croyait qu'elle était en train de le sauver parce qu'il était malade. On a des politiciennes, OK, qui ont été victimes d'hypertrucage, et puis, à un moment donné, elles se demandaient si elles devaient se retirer de la politique parce que ça faisait hyper mal. Des actrices, ainsi de suite. Donc, on a toutes sortes de désinformations genrées qui visent à faire taire les femmes ou bien à les faire sortir comment dirais-je, de leur carrière, si vous voulez, de leur profession, ou bien tout simplement de travailler sur leur vulnérabilité s'il y a un isolement ou quoi que ce soit pour aller chercher et puis prendre leur argent. Et puis, on croit que derrière ces fraudes, il y a de grosses équipes, de gros investissements. Et puis, on tombe sur le fait que le site Mr. Deepfakes, OK, qui a publié 70 000 vidéos avec 2,2 milliards de fois de vues, c'est un deepfake pornographique, a été tout simplement administré par un pharmacien canadien, le David Doe, qui a piloté toute cette affaire-là. Donc, une personne, vous pouvez juste imaginer là, OK, avec la technologie qui est super démocratisée, avec une personne qui n'a pas nécessairement toutes les compétences nécessaires, qui peut faire
tout ce mal. Et puis on continue, OK? Je vis sur TikTok parce que ça fait partie de ma recherche, je suis super intéressée par ça. Et puis, j'ai découvert l'épidémie TikToks. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a plein de vidéos sur TikTok de personnes, de médecins qui, en fait, ne sont pas de vrais médecins, OK? Mais on croit qu'ils sont des médecins. Puis, j'étais en train de préparer une présentation autour du sujet au groupe des cancérologues ici au Québec. Et puis, c'est là où j'ai réalisé encore plus que même quand on est éduqué, on tombe dans le piège, OK? Ça fait depuis 2019 que je travaille sur les deepfakes. Avant, je travaillais sur la désinformation. Et puis, vous voyez la personne, ça en orange, OK? Cette personne-là, je la suivais. Et puis, là, vous pouvez deviner, c'est un deepfake. Et puis, c'est vraiment en préparant ma présentation que j'ai découvert que moi-même, j'étais tombée dans ce piège. Donc, il y a plein de médecins, et puis le fait et puis je parlais de ça avec les différents médecins, que ce soit au CHUM ou bien les cancérologues, c'est que le fait qu'on a une pénurie de médecins au Québec, et puis un accès aux médecins, que la première chose qu'on fait dans le temps, on googlait. On partait à Google pour poser des questions autour de notre santé. Là, les personnes partent sur TikTok, tombent sur des vidéos de médecins, croient et puis appliquent ceci. Donc, il y a toujours cet accès à l'information qui n'est pas vrai. Mais c'est pas juste ça, parce que, comme je vous ai parlé des deepfakes en direct, OK? Vous savez, on a la télémédecine. Et puis, la télémédecine, c'est quoi? C'est rencontrer notre médecin à travers Zoom ou une plateforme vraiment comme de vidéo. Et puis là, les médecins ne savent pas si les patients en face d'eux sont vraiment des patients ou bien sont des fraudeurs qui sont en train de prendre des données, ou bien comment dirais-je, les patients ne savent pas si les médecins en face d'eux sont vraiment des médecins ou pas. Pareil pour les assurances dans le côté médical. Donc, vous voyez là, quand on parle des deepfakes, c'est pas juste un contexte, ça s'applique dans différents contextes. Alors, la question c'est, et si demain, OK, c'était votre visage, votre voix, ou bien la voix de votre collègue, de votre étudiant, de votre ami, dans une fausse vidéo. Est-ce que vous pouvez imaginer là qu'il y a vraiment personne qui est à l'abri s'il n'est pas conscient de ceci? Je continue avec des exemples. Je ne sais pas si vous avez vu passer les centaines et centaines de vidéos de Jessica Radcliffe. Elle, c'est une entraîneur d'orques, OK? Et puis que soudain, elle a été attaquée par l'orque, et puis elle était décédée, et puis des vidéos qui étaient partagées partout, et puis des réactions à ces vidéos. Il y avait des gens qui disaient, oh, les animaux, il faut les protéger, c'est injuste ce qui est en train de se passer avec les orques. D'autres qui voulaient vraiment aller, comment dirais-je, défendre les droits ou bien la vie de profession des entraîneurs, la réalité de leur travail. Et puis, quand quelques-uns disaient, ah, mais peut-être c'est un deepfake, la réaction des personnes qui commentaient, c'était comme, non, 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 c'est pas un deepfake, c'est pas de l'IA, tu réagis comme ça parce que tu veux cacher la vérité. Mais en fait, c'était des deepfakes, OK? C'était pas vrai, ça a fait partout, tout le monde avait accès à ça, mais c'était pas du vrai. Alors, je suis allée pour voir la source de ces vidéos-là. Et puis, en fait, c'était une chaîne YouTube où ils partageaient des vidéos d'animaux qui attaquaient leur entraîneur ou bien leurs amis ou propriétaires ou peu importe, là. Donc, la vidéo était là. Et puis, dans le descriptif de la vidéo elle-même, OK, puis c'est pour cela que vous voyez les flèches bleues, c'est écrit Fictional Trainer. Donc, l'entraîneur, c'est fictif. Elle n'est même pas vraie, OK? Et puis, le contenu, il est synthétique. Donc, c'est bien écrit dans le descriptif. Mais, comme on le sait très, très bien, personne ne lit. Alors, la vidéo a été partagée comme si c'était du vrai. Et puis, pas seulement ça, il y a eu des utilisateurs qui ont travaillé des vidéos pour qu'on voit là, le funérail de l'entraîneur. On a vu plein de différentes vidéos, les spectateurs qui réagissaient, et ainsi de suite. Donc, à partir d'une vidéo qui n'est pas vraie, mais que les gens ont cru que c'était vrai, ou peu importe, là, il y a eu différentes versions et puis toute une histoire a été construite autour d'un faux. Donc, nous, là, aujourd'hui, on sait que c'est du faux. Mais vous pouvez imaginer toutes les personnes
que jusqu'aujourd'hui ne savent pas que, en fait, l'histoire de Jessica Ratcliffe n'est pas vraie, mais elle est construite à partir d'une histoire en 2010 d'une autre entraîneuse qui aussi, elle a été attaquée, mais c'était du vrai. Mais là, c'est une autre histoire. Et puis, on continue. Aujourd'hui, là, OK, quand la techno, elle est démocratisée, mais elle n'est pas gouvernée, qu'est-ce qu'on est en train de vivre? Et puis, comme vous avez tous et puis toutes vos téléphones, vous savez qu'il y a plein, énormément d'applications pour créer des deepfakes, que ce soit pour des vidéos, pour des images, pour des vidéos, pour d'audio, ainsi de suite. Et puis, avec Sora 2, bien sûr, notre pouvoir est devenu comme, là, on peut, illimité, en fait. On a un super power avec. Je vais vous partager, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est super intéressant. Alors, je vais vous partager un peu la vidéo du Quack, de Sora 2, juste pour encore voir le réalisme à travers laquelle on peut arriver à travers des technologies pareilles. Là, je dois aller sur YouTube. Race after race! Gabriel gave them something to believe in! The people's champion, and a duck who carried him home! Well, I love to race ducklings. Come on, Gabriel, come on. I love it. Ever since he was a kid, he wanted to be a duckling racer. His first word was quack. His second word was champion. He wasn't fast at homework, but my God, the boy could ride a duck. What to be when you're older? The best in the world. At 16, he was the best duckling racer in Sweden. And by 18, the world championship when he beat Thomas Dimson. Winning. He just kept winning. I love to race duckling! How you doing? Gabriel, this way. Over here, give us a look. Smile for us. The last Gabriel! There was no question. He was the best duckling racer in the world, and then the Quack. Back it up! Please clear the lanes. Clear lane 3, please. They said I would never race again. You know what I told them? Quack, quack. Donc, pour continuer là, juste imaginer, OK, le réalisme de ces vidéos-là. Donc là, on a toute une histoire qui a été créée à travers Sora, qui est accessible, OK? Et puis, juste imaginer les différents documentaires, les différents films, ainsi de suite, qui pourraient être créés, partagés sur YouTube, partagés sur TikTok, partagés sur tous les différents réseaux. Et puis, qu'on ne sait pas, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Parce que même dans la production, vous voyez, c'est comme les différentes années, les différents angles de photographie. Donc, vraiment, il y a différentes qualités, ainsi de suite. C'est tellement, ça a l'air réel, OK, que pour des personnes qui ne connaissent pas que cette technologie existe, pourraient tout simplement croire. Je continue. Comme je vous ai dit, là, quand j'ai commencé à vraiment faire des présentations autour des deepfakes, c'était en 2019. Et puis en 2019, je partageais l'exemple de la reine d'Angleterre qui, elle, avec son propre, c'est vraiment avec son consentement, elle a donné l'autorisation au canal, à Channel 4, canal 4, pour créer un deepfake d'elle qu'elle va donner durant, parce qu'elle avait son speech, son discours de Noël. Donc, ça s'est donné juste avant le discours de Noël pour sensibiliser son grand public à la question des deepfakes. Alors, je vais vous jouer un peu quelques parties de cette vidéo-là. Perfecting my moves for TikTok. In fact, there's something I'm rather excited to share with you all. I'm under strict orders from Philip not to, but as he's nodded off in front of Home Alone 2, would you mind awfully? You'll have to move that camera back. Everyone ready? I just wanna
Donc, vous voyez la qualité. Et puis, à la fin... On behalf of myself, your queen, and all at Channel 4, I trust you will have the very merriest of Merry Christmases. Was that okay? Can I have a cup of tea now? Donc, elle nous montre carrément dans sa vidéo à la fin que c'était toute une équipe de production avec une actrice, avec du temps. Vous pouvez imaginer le temps que ça a pris pour filmer, pour éditer, pour ainsi de suite. Alors, moi, je me suis prise, comment dirais-je, je voulais jouer le jeu et puis je me suis dit, OK, avec Sora, qu'est-ce que je pourrais faire avec le temps limite que j'ai, ainsi de suite. Donc, j'ai tout simplement pris, parce que sur Sora, il y a déjà plein d'exemples, j'ai pris un exemple de la reine d'Angleterre. J'ai tout simplement ajouté une toute petite phrase et puis en 60 secondes. One must keep it royal. Shoulders, crown, and a little groove. Quite the vibe, isn't it? If we only get tonight, then let's make it something bright. Hold me close, we'll light the sky. And if it ends, we'll smile tonight. Yeah, we'll laugh. Vous pouvez imaginer les différentes versions qu'on pourrait créer. Et puis là, moi, je ne cherchais pas à avoir une version parfaite. Je n'ai pas aussi joué au jeu de cacher le filigrane ou bien le logo de Sora comme plusieurs sont en train de faire pour ne pas montrer que c'est fait avec Sora. Donc, vous pouvez imaginer, OK, si quelqu'un qui voulait vraiment faire quelque chose qui a l'air du vrai et puis prendre un peu plus de temps qu'un 5 minutes pour créer quelque chose, qu'est-ce qui va sortir? Cross my heart and hope to die. Welcome to my dark side. La technologie, elle est tellement démocratisée, elle est tellement normalisée, elle est tellement banalisée, OK? Elle est, encore une fois, on est tous en train de jouer avec nos filtres, que elle devient hyper dangereuse. Pourquoi? Parce que habitué à la voir partout, OK? Et puis on s'amuse avec ça. Lorsqu'on est confronté à quelque chose qui est vraiment dangereux, on ne fait plus attention. OK? On est tellement habitué à ça qu'on laisse tomber nos gardes, on baisse nos gardes. Et puis avec Sora, encore une fois, je ne sais pas si vous avez vu passer l'histoire de Jake Paul. Donc Jake Paul, c'est un boxeur qui était un des premiers qui voulait aussi embarquer dans le jeu. Et puis il a accepté de donner son image au grand public. Donc dans Sora, on crée son caméo et puis on peut donner accès au grand public de vraiment aller créer des vidéos, de faire plein de choses avec notre propre image. Donc, il l'a fait, mais après, il a regretté parce qu'une fois que son image était dans les mains du grand public, c'est comme si les gens n'avaient pas de, comment dirais-je, de boussole morale. Et puis, elles ont commencé à créer toutes sortes d'affaires qu'à un moment donné, là, il est sorti puis il a dit, mais on vous arrêtez, OK? Ça dépasse les limites qu'on peut accepter. Donc, une fois la technologie est entre les mains des personnes, on ne sait pas qu'est-ce qui peut en sortir. Donc, vous pouvez imaginer cette technologie qui est hyper forte, OK, hyper puissante, cette IA générative, si on la combine avec tous nos biais cognitifs, et puis les biais cognitifs, c'est tous les biais humains, en fait, qui nous dirigent, qui nous font prendre qui nous font prendre, par exemple, des décisions, et ainsi de suite. Il y a plusieurs biais. Tantôt, je vous ai parlé du biais d'autorité. Donc, nous, on les connaît, ces biais. Pareil, les criminels, pareil, les personnes qui veulent manipuler, pareil, les politiciens qui sont sans éthique, ainsi de suite. Donc, la technologie plus ces biais cognitifs, vous pouvez juste imaginer où est-ce qu'on peut aller avec les créations. Mais encore plus, OK, encore plus, aujourd'hui, nous tous et toutes, on a besoin d'être hyper clair sur qu'est-ce qui est acceptable et puis qui va décider qu'est-ce qui est acceptable, que ça l'est vraiment. Et puis, je vous explique pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, OK, on est en train de faire des deepfakes aussi post-mortem. Et puis, je vous montre un exemple. Greetings. I am Salvador Felipe Jacinto Dalí y Domenech. And I am back.
Donc, Salvador Dali, pour les personnes qui ne connaissent pas, un grand artiste surréaliste. Et puis, lui, là, son exposition, ils ont décidé, son équipe, avec le consentement, bien sûr, des personnes responsables, de prendre toutes les données de Dali et puis créer des vidéos de lui en train d'accueillir les visiteurs à son exposition. Et puis, la réaction était hyper positive parce que ça rapprochait, en fait, les visiteurs de Dali, de son travail, de son art, ainsi de suite. Donc, c'était une super belle utilisation. OK? Après, là, on voit que une utilisation post-mortem pour du positif. Après, on la voit dans un procès, OK? Où on voit là, face au juge, un homme qui était décédé, OK? Soudain, son deepfake apparaît pour plaidoyer pour la personne qui l'a tué. Et puis ça, c'est avec l'accord de la sœur de la victime. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on va avoir des personnes deepfake après leur mort qui vont être prises en considération dans des cours de justice? Ça, c'est une question énorme à se poser. L'actrice Susan Somers, son mari n'arrivait pas à en fait vivre sans elle. Et puis là, il est en train de créer une version d'elle en IA pour qu'il puisse continuer sa vie après sa mort. Donc, est-ce que, encore une fois, ça, c'est quelque chose qui est acceptable? Il y a quelques années, il y a eu une grosse explosion du porc au Liban. Moi, je viens du Liban, donc je suivais l'histoire de très près, de très proche. Et puis, le canal MTV, après une année de l'explosion, elle a utilisé, mais avec le consentement des parents, elle a fait des deepfakes des personnes victimes qui étaient décédées tuées durant l'explosion du port pour plaidoyer, pour en fait demander la justice qui n'était pas encore réalisée. Et puis, bien que leur intention était pour faire bouger les choses, il y a plein d'utilisateurs et puis de la société qui étaient contre l'utilisation de personnes qui sont décédées parce qu'on est en train de mettre des mots dans les personnes qui sont décédées sans vraiment avoir leur consentement, même si on a le consentement de leurs parents. Donc, encore une fois, qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui n'est pas acceptable? Parce que aussi, quand Sora est sorti, Robin Williams et puis George Carlin étaient énormément deepfakés dans Sora et puis la famille de ces deux célébrités ont été hyper fâchés aussi. Ils étaient contre cette utilisation-là. Donc, un article qui est sorti, est-ce que Sora est en train de, en fait, changer aussi l'histoire qu'on connaît avec les personnages historiques qu'on connaît? Donc ça aussi, ce sont des questions à se poser. Un autre exemple, je ne sais pas si vous avez vu passer le AI Homeless Man Trend ou bien prank. Donc, c'est un prank où il y a eu des adolescents leurs parents étaient en voyage et puis ils ont deepfaké des personnes sans abri dans leur maison. Et puis ils ont envoyé ça à leurs parents. Vous pouvez imaginer les parents qui ont paniqué. Ils ont appelé la police est venue, mais en fait c'était juste un prank. Mais ce prank est devenu un trend. Et puis, il y a eu plein de personnes, et puis pas juste dans un seul pays, mais vraiment dans différents pays où les personnes envoyaient des photos de leur maison avec un sans-abri, ainsi de suite, et puis la police qui courait. Donc, encore une fois, où est-ce qu'on arrête? Où est-ce que c'est vraiment comme c'est pas une farce? Où est-ce que on est en train de déshumaniser des personnes vulnérables? On est en train de faire bouger des ressources comme la police. On est en train de créer des chocs chez les parents, ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qui est acceptable? Qu'est-ce qui n'est pas acceptable? Quand est-ce que le faux, peut-être c'est correct, peut-être non. Donc, toute cette réflexion, vraiment, ça fait partie en fait, c'est notre responsabilité d'y réfléchir parce que c'est notre futur qui est en train de se dessiner avec toutes ces différentes technologies et puis ces différentes utilisations, incluant la création de l'actrice en IA, qui est totalement IA, Tilly Norwood, et puis la firme qu'elle a créée a dit que, en fait, des actrices en IA vont réduire les coûts de production jusqu'à 90%. Et puis, il y a eu bien sûr le débat sur l'authenticité, les droits de la personnalité, les valeurs du travail humain. Et puis, toute la question des industries créatives, la promesse de qualité, talent, effort, authenticité. Qu'est-ce qui est aujourd'hui imitable? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui arrive avec les personnes qui ont comme profession ce domaine-là? Ainsi de suite. Donc, oui, IA,
Oui, c'est une belle utilisation. Oui, on devient plus performant dans des choses, mais il y a tout le côté humain qu'on est en train de perdre, vraiment comme toute la réflexion sur c'est quoi son impact sur les professions, ainsi de suite. Et puis on le voit, pas juste l'actrice. En fait, il y a c'est comme un appétit de ces personnes qui sont fictives, qui sont créées par IA, et puis elles le disent, OK? C'est comme par exemple la première, Lil Miquela, là, j'arrive pas bien à la prononcer, mais c'est une robot. OK? Et puis, elle a 2,3 millions de personnes qui la suivent. Elle interagit, elle parle, et puis les personnes interagissent avec elle, mais c'est pas une réelle personnalité, c'est du faux. Et on a des chanteuses qui sont fausses. Et puis, on a des applications pour créer des influenceuses IA virtuelles. Donc, chacun d'entre nous, en fait, peut créer une influenceuse, un influenceur, et puis interagir avec les personnes. Et puis, c'est comme si encore une fois, c'est de plus en plus accepté. Alors, vous pouvez imaginer toutes les discussions qui se passent sur ces murs-là et puis comment on pourrait vraiment à travers ces discussions-là faire passer des messages, manipuler des pensées et ainsi de suite. En éducation, aussi, on est en train d'utiliser ces technologies-là. Et puis ça, c'est aussi un questionnement que je me pose et puis je pose à mes collègues, ainsi de suite. Aujourd'hui, avec HeyGen, qui est une excellente plateforme, ok, on peut créer notre propre avatar. Donc, à la place de à chaque fois enregistrer, éditer, vraiment prendre tout ce temps de production pour faire nos vidéos, on peut tout simplement créer notre avatar, mettre les scripts, et puis HeyGen va s'occuper pour créer notre vidéo pour nos cours. Et puis, pas juste ça, elle peut le faire, et puis la plateforme peut le faire en 175 plus langages. Donc, imaginez toute l'approche inclusive que ça peut donner du fait qu'on va pouvoir vraiment comme traduire toutes nos productions, notre enseignement en ces langues-là. Mais le questionnement, est-ce qu'à un moment donné, les institutions éducatives vont devenir des usines de contenu généré? Est-ce que l'automatisation du lien enseignant-étudiant va mener à moins de présence humaine visible? Est-ce qu'il va y avoir un risque de standardisation du savoir? Est-ce qu'il y a des menaces pour le rôle des profs? Il y a plein de questions aussi à penser quand on parle du faux qui est accepté, mais qui aide, il y a vraiment comme beaucoup de nuances dans ceci. Et puis, le faux ne s'arrête pas juste aux images et puis aux voix. Je sais, je suis en train de vous donner beaucoup de contenu, mais je suis juste avec vous pour 1 heure de temps. Alors, je me suis assurée d'aller vous chercher vraiment comme énormément d'affaires pour après que vous puissiez y réfléchir dans vos coins et puis dans votre groupe. Donc, le faux n'est pas juste aujourd'hui image et voix. Il est rentré au cœur de notre savoir. Il y a un terme ou bien un concept aujourd'hui qui s'appelle le work slop. Le work slop, c'est quand, et puis on l'a aussi comme dans les productions, dans nos cours, ainsi de suite, on produit avec l'IA générative, on voit un texte qui est hyper beau, mais en réalité, à l'intérieur, c'est du vide. OK? Donc, ça a l'air très bien écrit, ça a l'air vraiment rigoureux, mais en fait, ça vaut rien. Et puis, c'est en train de se passer maintenant aujourd'hui dans les milieux de travail où entre employés, il y a ce partage de work slop. Et puis, ça prend énormément de temps pour nettoyer, énormément de temps pour corriger, énormément d'argent pour refaire le travail. Donc, ça, c'est un enjeu énorme sur la qualité de nos savoirs. Encore plus, OK? C'est sûr que vous avez entendu parler de Deloitte et puis toutes les, comment dirais-je, des rapports qui sortent de ces gros organismes comme Deloitte et puis autres. Alors, en Australie, le gouvernement australien a demandé à Deloitte de faire un rapport, de travailler sur un rapport à qui ils ont payé 440 000 dollars pour un rapport sur la conformité des aides sociales qui est censé réparer le scandale Robodebt. Et puis, le rapport a été créé, ils ont reçu leur argent, a été publié, Et puis, il y a un prof, et c'est un maître de conférence en droit à Sydney qui s'appelle Chris Roach, qui était en train de lire ce rapport, et puis il découvre qu'il y a des citations et puis il y a des choses qui ont été attachées à ses collègues, mais qui n'étaient absolument pas vraies. Alors, il a commencé à lire, et puis il a trouvé des citations inventées, des sources fantômes, des fausses décisions de justice, de fausses notes de page. Donc, vous pouvez juste imaginer, OK, un rapport
qui est soumis au gouvernement, le gouvernement qui doit prendre des décisions à partir de ce rapport-là, et puis il y a plein de faux à l'intérieur. Donc, et puis le gouvernement, la réaction, c'était comme, ce n'est pas aux fonctionnaires de vérifier les sources d'un rapport commandé. On vous commande un rapport, ça doit être vrai. Les personnes, les employés du gouvernement ne doivent pas vérifier toutes choses que les personnes vont recevoir. Donc, le rapport a été révisé. Il y a une adoption de nouvelles règles exigeant formation à l'usage responsable de l'IA et puis la déclaration préalable de tout recours, en fait, à l'IA dans les contrats publics. Mais est-ce que là, dans notre mémoire, on a tout simplement effacé ce fait-là? Est-ce qu'aujourd'hui, moi, à chaque fois que j'ouvre un rapport de Deloitte ou bien d'autres, je me questionne pas, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Vous voyez là, ça commence à semer vraiment comme le doute partout. Je continue. Vegetative electron microscopy, ok? C'est un terme qui, tout simplement, a été mal traduit dans les années 50. Il a été pris et puis il a été ajouté dans les bases de données qui entraînent l'intelligence artificielle. Et puis après, c'est comme si c'était du vrai. Et puis après, on l'a trouvé dans la littérature scientifique. Donc ça, c'est un autre danger. Donc je ne vous parle pas des deepfakes où on est en train de changer le visage. Je vous parle d'une erreur humaine, mais qui est aussi en train de causer du tort parce que c'est comment on l'a appelé ici, c'est un fossile numérique impossible à corriger. Et puis, c'est comme si on commence à faire des filtres automatiques, on a le risque d'éliminer de vraies références. Donc, on est pris par qui est une erreur humaine, mais qui s'est infiltrée. Donc, l'autre, c'était sans intention. Mais avec intention, il y a eu encore un article qui est une recherche qui parle du fait que on a trouvé plus que 400 articles qui ont été copiés-collés, générés par l'IA, qui ont été publiés entre 2021 et puis 2025, OK? Dans une base publique. Ces articles-là ont été écrits par ChatGPT et Gemini. Ils ont passé le contrôle anti-plagiat sans être détectés. Et puis, ça a été partagé par les différentes revues scientifiques. Après, on a pu récupérer, c'est pour cela qu'on a trouvé les 400 articles. Vous pouvez imaginer là ce qui est en train de se passer. Et puis, en fait, un article scientifique, d'après la recherche, quand c'est généré par ChatGPT et puis Gemini ou autre, ça prend 2 heures de notre temps humain pour nettoyer, le rendre beau et puis le soumettre. Et puis, il ne peut pas être détecté par les détecteurs d'IA génératifs. Et bien sûr, tout ça a explosé après 2022. Encore plus, et puis je continue un peu mes exemples. Une recherche qui a démontré que ça prend juste 250 documents empoisonnés pour altérer durablement un modèle de langage. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que on a tous ces modèles de langage qui sont en train d'être entraînés sur plein de données. Ça suffit un petit nombre d'articles qui sont empoisonnés dans lequel, avec une intention. Et puis là, quand je vous parle d'intention, il y a toutes sortes que ce soit politique, économique ou autre. On a un filtre d'informations qui sont fausses dans des articles scientifiques et puis on leur donne à l'IA et puis dans la base de données, puis il va s'entraîner à partir de ça et puis nous faire sortir, bien sûr, ce faux dans nos écrits. Et puis, on continue. OK, je ne vais pas m'arrêter sur tout, mais il y a les livres qui sont écrits par l'IA, qui sont partout aussi. Puis, on parle de garbage, on parle de poubelle. Et puis, vous voyez le rat là? Le rat, ce sont des chercheurs qui, pour faire du bien, comme encore une fois, il n'y avait pas mauvaise intention, qui ont demandé à ChatGPT de générer leurs résultats. Et puis, c'est sorti avec ce rat-là. Il a été publié. Et puis, comme vous pouvez le deviner, biologiquement parlant, c'est pas réaliste. Donc, après qu'il a été publié, là, il a été retiré, mais tout un scandale autour du rat et puis de cette publication scientifique. Et puis, c'est sûr que vous avez entendu parler des fermes à clics. Donc, la ferme à clics, c'est là où il y a des
des endroits, vraiment des groupes où il y a des opérations où les personnes vont tout simplement s'assurer qu'il va y avoir plein de clics sur certains contenus en ligne. Puis dans notre secteur, dans le secteur des études, des insights, ces firmes exploitent les systèmes de récompense et répondent massivement à des enquêtes. Donc, elles faussent les données collectées et puis compromettent la fiabilité des analyses et la qualité des décisions. Donc, si on se dit on veut faire une recherche sur vraiment la viralité d'un sujet. On parle de, je sais pas moi, on parle du soleil jaune et puis on veut voir combien de personnes ont interagi sur un post autour du soleil jaune. Alors, s'il y a une attaque des fermes à clics où ils se sont assurés qu'il y a beaucoup d'interactions autour de ce soleil jaune et puis ce post-là, nous qui sommes en train de faire la recherche dessus, on va croire que, ah waouh, il y a eu beaucoup d'interactions, il y a beaucoup de réactions autour de ce soleil jaune, donc il faut étudier ça encore plus, ainsi de suite. Et puis, donc, il faut imaginer la manipulation qui peut être faite. Très rapidement, parce que je suis en train de voir l'heure, un homme qui a tenté de défendre au tribunal était un avatar. Donc, il y a eu un avatar qui a fait semblant comme s'il est venu pour donner son témoignage. En Albanie, on a aujourd'hui la première ministre IA qui va accoucher de 83 enfants virtuels. Donc, vous pouvez imaginer là où est-ce qu'on s'en va. Donc, aujourd'hui, ok, c'est une question de fondation. Sur quoi reposent nos connaissances, nos politiques, nos décisions, notre enseignement, nos interactions, quand même la science et puis les institutions s'appuient ou bien peuvent s'appuyer sur du faux, et puis encore une fois, je mets le faux entre guillemets. On est face à une crise amplifiée du savoir. Une citation du Service canadien du renseignement de sécurité, ça dit « Sans les faits, il n'y a pas de vérité. Sans vérité, il n'y a pas de confiance. Sans confiance, il n'y a pas de réalité commune ni de démocratie. Et puis, il devient impossible de gérer les problèmes existentiels de notre monde. » Alors moi, je vous ramène à « sans les faits ». Okay? Si on remplace ça et puis on dit « avec des faits manipulés ». Qu'est-ce qui arrive avec la vérité? Qu'est-ce qui arrive à notre confiance? Qu'est-ce qui arrive à la réalité commune et puis à la démocratie et ainsi de suite? Et puis c'est pour cela qu'on voit il y a plein de conséquences, des deepfakes, des manipulations. On parle de l'érosion de la confiance, pollution informationnelle, crise de connaissances, manipulation cognitive, faux souvenirs. Une fois qu'on voit une vidéo, même si on sait qu'elle est fausse, elle va rester dans nos souvenirs à partir de, comme les psychologues en parlent énormément. Et puis, dans le temps, on va agir à partir de ce faux souvenir, comme s'il était du vrai. La violence numérique, la cybercriminalité, les fraudes, l'atteinte à la démocratie, la sécurité, la perte d'intégrité documentaire, judiciaire et l'effondrement de la confiance collective. Est-ce qu'il y a des solutions? Oui. Est-ce qu'elles sont suffisantes? Pas aujourd'hui. On peut arrêter des comptes, on peut reprendre une photo, mais c'est pas parce qu'on a retiré une photo qu'elle ne continue pas d'être disséminée partout. Des médecins, ils ont utilisé les tactiques des influenceurs pour étoffer la désinformation, donc pour être aussi viral que la désinformation, mais ça prend énormément d'efforts et puis on veut s'assurer de vraiment aller vers tout ce monde-là, c'est presque impossible. Il y a du fact-checking, il y a des outils qui font de sorte qu'on voit le filigrane ou bien on voit que vraiment cette technologie-là ou bien ce visuel a été créé par une intelligence artificielle, mais encore une fois, est-ce que c'est contrôlé? Pas vraiment. Aujourd'hui, on est dans ce que le chercheur explique, c'est le jeu de chat et de la souris. Et pour l'instant, la quantité de ressources investies dans le développement de nouvelles formes de contenu génératif est nettement supérieure à la quantité investie dans le développement de techniques de détection fiables. Si on regarde la loi C27, C63, je ne vais pas pouvoir vous l'expliquer parce que je dois faire vite, mais les deux, vous pouvez faire une petite recherche dessus, les deux. C'était mort au feuilleton le 6 janvier 2025. Aujourd'hui, le terme cybercriminalité par lui-même, il n'est pas une infraction dans le code criminel. J'en ai parlé avec la police, c'est ça ce qu'ils m'ont dit. Et puis, bien que les actes de cybercriminalité sont poursuivis, mais c'est sous d'autres chefs d'accusation qui existent déjà. Par exemple, attaque par rançon logiciel, c'est du méfait à l'égard de données. Le piratage de comptes, c'est l'utilisation non autorisée d'un ordinateur. Cyberharcèlement, c'est plutôt un harcèlement criminel, ainsi de suite. Et puis, tout ça, ça prend énormément de ressources. On ne sait pas c'est dans quelle juridiction. Donc, il y a beaucoup de défis du côté légal. Et puis, pour nos articles,
Est-ce que c'est une fraude? Est-ce que c'est un usage de documents? Est-ce que c'est méfait? On ne sait pas à qui attribuer. L'intention, est-ce que vraiment il y a une mauvaise intention? À quelle juridiction ça appartient? Pareil, quand il n'y a pas d'erreur humaine, il n'y a pas d'erreur humaine, il n'y a pas d'intention en fait mauvaise. Là, c'est un accident. On ne va pas pouvoir vraiment l'arrêter à travers nos codes criminels. Et puis, dans nos institutions, on essaye de mettre en place des principes directeurs, comme les principes directeurs à l'Université Laval. OK, on a 5 principes directeurs qu'on met en place. Il y a toute la question de développement de compétences que le ministère de l'Éducation et autres qui sont en train de pousser pour qu'on puisse développer. Mais dans tout ça, OK, on a toujours besoin de se rappeler, est-ce que c'est suffisant? Aujourd'hui, ce n'est pas suffisant, OK? Et puis pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a énormément d'accès à l'information, plus que jamais, OK? Mais avoir accès à l'information, ça ne signifie pas avoir accès à l'information véridique. Et puis ça, c'est le grand enjeu. Et puis dans un monde de médias synthétiques avancés, la littératie en IA ne consiste plus à savoir utiliser les outils d'IA, OK? On peut utiliser les outils d'IA, mais c'est vraiment à survivre dans une réalité qui est médiée par l'IA où voir et entendre ne suffisent plus à même lire, ne suffisent plus à croire. Les médias synthétiques, les contenus générés, les biais algorithmiques sont en train de menacer directement la fiabilité des apprentissages, des évaluations, de notre recherche. Et puis, quand on parle de la qualité d'enseignement, OK, ça devient vraiment comme un enjeu de traçabilité. D'où viennent nos données? Transparence, comment sont-elles produites? Responsabilité, qui répond quand l'IA se trompe ou bien quand quelqu'un manipule l'IA? Donc, on a besoin vraiment de réfléchir à une culture de qualité qui est réflexive, éthique, collaborative, une pratique collective de discernement. Et puis, une des choses que moi, je travaille énormément avec mes groupes, parce que je fais, comme je vous ai dit, la recherche ça fait un bout de temps pour trouver la meilleure façon, en fait, pour un peu sensibiliser, mais responsabiliser les personnes. Je les fais faire des deepfakes. Oui, et puis, vous me dites quoi? Oui, j'ai travaillé avec des 18-24. Là, récemment, j'ai travaillé avec des 65 ans et plus. Et puis, dans mes ateliers, on fait des deepfakes. Pourquoi on fait des deepfakes? Parce que quand on les fait, on passe à travers le processus, on voit comment la technologie est super facile à utiliser, super accessible, même pour les 65 ans et plus. Et puis, on réfléchit, OK, avec tous ces biais cognitifs, on réfléchit avec notre, comment dirais-je, on se met comme si on était des deepfakers et puis on travaille sur la stratégie, puis on voit combien facile de manipuler, OK, combien c'est facile de disséminer après cette manipulation. Et puis, une fois qu'on réalise, OK, ce que mes participants, ils parlaient d'un électrochoc éthique et puis d'électrochoc en fait éthique et moraux parce qu'on est choqué par ce qui est possible et puis c'est là où on vire vraiment comme on se tourne à devenir les personnes qui vont en fait contrer cette désinformation-là qui est alimentée par l'IA puis réfléchir comment chacun d'entre nous, OK, à notre niveau, avec notre capacité, avec notre compétence, avec notre accès, OK, on peut contribuer pour arrêter ce qui est en train de se passer. Puis une des choses qui est la plus simple qu'on a discuté, surtout avec les personnes de 65 ans et plus, c'est que l'information, là, OK, elle arrive chez nous. Nous, là, la première chose qu'on doit faire, c'est de ne pas la partager. OK, déjà là, de ne pas la partager, on est en train de s'assurer qu'on ne fait pas partie du problème. Parce que, comme la COVID, OK, comme un virus, on le reçoit, OK? On ne sait pas, on est malade, on n'est pas malade. Qu'est-ce qu'on fait? On reste dans notre salle, on s'assure de ne pas contaminer l'autre, ou bien de ne pas être exposé à l'autre, ou bien de ne pas exposer les autres à nous. Pareil pour l'information. S'il y a un petit doute là, on s'assure qu'on ne va pas contaminer les autres avec cette fausse information. Donc, on a besoin de renforcer notre agentivité épistémique individuelle. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas juste détecter le faux, mais aussi questionner comment nous savons ce que nous savons aujourd'hui. Pas seulement qu'est-ce qui est vrai et faux. On a besoin de, comme,
comme vraiment société, OK, de repenser, surtout quand je parle des institutions éducatives, les mécanismes de certification, les pratiques d'évaluation, parce qu'on sait que les pratiques d'évaluation aujourd'hui ne répondent pas vraiment aux attentes et puis la réalité des connaissances d'aujourd'hui, tout le processus, les processus de gouvernance, de savoir, mais surtout, OK, peu importe dans quel domaine, on a besoin de cultiver cet écosystème intersectoriel de savoir pour qu'on puisse avancer ensemble et puis vraiment réfléchir à comment faire face à ce monde-là parce que, et puis je vous garantis, dans notre bulle, on va pas réussir. C'est vraiment ensemble qui est notre seule solution. Et voilà. Je ne vous entends pas. Je crois que le micro est fermé. Ouais, C'est vraiment super intéressant. On aurait peut-être le temps pour une ou deux questions. Est-ce que quelqu'un a des questions? OK, parfait. Ben, écoutez, moi, j'ai une question dans le fond. Je voulais savoir, est-ce que c'est pour vous primordial de développer de la législation au sujet des deepfakes et de l'hypertrucage? En fait, le problème, c'est que oui, c'est urgent, mais est-ce que c'est réaliste? On a vu avec le AI Act, OK? Le AI Act, c'est pas nécessairement vraiment comme deepfake, mais juste l'utilisation non éthique et puis vraiment comme responsable de l'intelligence artificielle. Du côté européen, on a vu que plein de règles ont été imposées, mais qui sont pas dans la pratique applicable. Et puis du côté canadien, on a vu les deux lois qui ont tout simplement disparu. Est-ce qu'on a besoin de venir avec des solutions comme de cet ordre-là? Absolument. Mais il faut vraiment réfléchir à qu'est-ce qui va être pratique. Surtout que dès qu'on parle de, comment dirais-je, de limiter un peu, il y a tout de suite la question de la liberté d'expression, la liberté de personnel, ainsi de suite. Donc, il y a toujours cette ligne-là entre réguler et puis donner la liberté aux personnes de créer, et ainsi de suite. Donc, c'est pas, comment dirais-je, c'est une des solutions, mais on ne peut pas juste se dire c'est juste dans la régulation que les choses vont se régler. On a besoin tous de travailler, puis là, le côté humain, nous, comme citoyens, citoyennes, on a besoin de faire notre part aussi. Dans un collège comme ici, est-ce qu'il y a des pistes d'action qu'on pourrait faire? Parce que c'est un problème, on doit impliquer toute la collectivité, en fait, pour trouver des solutions. Qu'est-ce que vous proposez, mettons, pour le collège ici à mettre en place, là, étant donné qu'on comprend bien qu'il y a un problème? Oui. Oui, moi je crois qu'une des choses qui est très importante, c'est commencer tout d'abord le fait qu'on en parle, déjà c'est une première action, OK? De voir que c'est pas quelque chose qu'on peut prendre à la légère. Et puis, chacun des domaines, et puis c'est une des choses que j'encourage aussi de mon côté à l'Université Laval, c'est chacun dans notre domaine, on a un contexte de désinformation. Je vous ai montré en médecine, je vous ai montré en d'autres, dans investissement, ainsi de suite. Donc, si dans notre curriculum, on passe du temps à vraiment voir, OK, mais qu'est-ce qui est en train de se faire dans notre contexte, dans notre discipline, là où il va y avoir notre milieu de travail, ainsi de suite. Quelle sorte de désinformation est en train de passer? Et puis, dans ce domaine précis, quelles seraient les actions de mettre en place? Comme par exemple, je vous ai montré la question des médecins, OK? Ils ont vu qu'il y a vraiment énormément d'informations qui sont en ligne. Aujourd'hui, il y a des médecins qui ont décidé d'être plus virales que mais c'est pas possible, mais c'est une approche. Mais aussi au CHUM, le centre hospitalier de l'Université Laval, ils sont venus avec une approche qui s'appelle Ma santé éclairée. Donc, là, ils vont essayer de vraiment donner accès à la bonne information, être accessible pour les personnes qui posent des questions, ainsi de suite. Donc, je crois que chez vous, au collège, il faut vraiment réfléchir dans chacun des domaines où est-ce que le noyau qui est faible, et puis réfléchir, parce qu'il n'y a pas une solution qui passe partout dans tous les contextes, dépendamment des personnes, des vulnérabilités, des éléments qui qui peuvent être manipulables, OK? C'est là où vous allez pouvoir vraiment comme préparer vos étudiants, préparer vos jeunes à être prêts pour affronter
ces faussetés-là, mais non seulement ça, à développer leur propre agentivité. Juste imaginez, donc il y a des personnes qui vont rentrer dans un domaine X, qui sont déjà équipées du savoir qu'il va y avoir des faussetés, que notre public, nos clients vont faire face à ceci, et puis on va déjà penser à des moyens comme des vaccins, OK? On va déjà penser à des moyens pour s'assurer de protéger notre groupe à la place de réagir après coup. Et puis là, ça va être trop tard. Donc, je crois que c'est vraiment dans chacune des disciplines, dans chacun de vos cours, c'est hyper important d'en parler. Et puis, je vais m'arrêter très rapidement sur ça. J'ai 2 doctorants présentement qui travaillent sur la question entre mes autres doctorants. Il y a un qui est en train de travailler parce qu'il est super intéressé par les maths, il enseigne les maths au collège, et puis il est en train de travailler sur la question des algorithmes de diffusion de la fausseté sur les réseaux sociaux, et puis voir comment l'enseignement des maths, et puis vraiment comprendre les algorithmes de dissémination pourrait vraiment comme donner de la force ou bien vraiment comme protéger les étudiants contre la désinformation. Il y a un autre qui travaille sur la question financière dans un monde financier encore dans des banques. Donc, chacun dans notre contexte, là, on a besoin de se dire, voici comment on est manipulé, voici pourquoi on essaie de nous manipuler, et puis voici comment s'assurer qu'on va pas tomber dans les pièges, et puis équiper tout le monde autour de nous. Et merci beaucoup, ça met le mot sur la fin. Merci beaucoup de votre... Après, nous, on retourne en cours à 13h, donc on se reparle. OK? Hey, bye-bye!